Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. 30 ans, pas mariée et sans enfant, elle décrit dans son livre « Mon mari », publié aux éditions de l'Iconoclaste, une femme follement amoureuse de son mari après plus d'une décennie de mariage. Étonnant, non ? Ce livre est un carton et je trouve qu'il le mérite amplement, en partie parce qu'il est résolument féministe sans en avoir l'air. Il n'est pas grossier, il est super bien écrit, il est fin, émouvant et drôle, et pour changer un peu, l'héroïne n'est pas forte et indépendante. Elle va au bout de toute la folie qui peut sommeiller en chacune des femmes que l'on dit souvent trop à fond, trop passionnée, trop amoureuse. Elle tire pas dessus à balles réelles, mais elle utilise la forme romanesque pour déconstruire l'amour selon le modèle patriarcal et nous dire plein de choses sur ce sujet. Avec elle, on a parlé de la paranoïa quand on est follement amoureux ou amoureuse, de la contradiction entre le discours d'indépendance et la réalité des femmes dépendantes sentimentalement des hommes, de ce qu'il faudrait attendre de l'amour et du mariage, de son podcast La 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 dédié aux sentiments amoureux, de son rôle au sein de Énergie, de la méritocratie qu'elle incarne profondément et de son coup de gueule qui va sûrement vous faire rigoler. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec Maud Ventura, auteure et journaliste. Maud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te rencontrer. Je me permets de te tutoyer parce que je crois que tu es un tout petit peu plus jeune que moi, même clairement plus jeune que moi. Un chouïa. Donc voilà, moi je commence toujours mes interviews en demandant à mon invité de se présenter autant personnellement que professionnellement en me disant que ce que tu as envie de me dire. C'est une grande liberté. Ouais, exactement. Mais merci beaucoup en tout cas de me recevoir dans ton podcast. Alors je vais me présenter professionnellement d'abord parce que je trouve que c'est plus simple. Donc je m'appelle Maud Ventura et je suis journaliste. Ça me fait toujours bizarre de le dire parce qu'en fait je me considère pas vraiment comme journaliste, mais je ferme cette parenthèse. Je travaille dans le monde des podcasts et je viens de publier mon premier roman qui s'appelle Mon mari, donc j'écris. Et plus personnellement, je suis Scorpion. En ce moment, je m'intéresse pas mal à l'astro, c'est pour ça que ça revient. C'est ça, ascendant Capricorne, et apparemment, c'est l'ascendant qui fait tout. Ouais. Au-delà de 30 ans, après le retour de Saturne, oui. Exactement, mais c'est ce que je suis en train d'apprendre, figure-toi. Je me plonge là-dedans. Et je suis une personne passionnée. Je pense que c'est un mot qui va bien. Magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on va bien entendu parler de ton livre, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Je suis toujours intéressée de savoir pourquoi mes invités en arrivent là où ils sont au moment où on se parle. Alors, dans les grandes lignes, je ne te demande pas non plus de rentrer dans tous les détails. Alors, de tes mon bulletins brevet. de notes. Brevet des collèges, mention. Non, alors moi, j'ai fait des études littéraires à la base. J'ai passé un bac L à l'époque où ça s'appelait encore comme ça. J'ai fait une prépa littéraire. À l'issue de ma prépa, j'ai intégré l'ENS de Lyon en philosophie et HEC. J'étais bonne élève, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai décidé de faire les deux écoles en parallèle en essayant de trouver ma voie. À l'ENS, j'étais en philo là-bas. Donc, j'ai fait des masters de philo sur Pascal, mon philosophe préféré. Mais je me suis rendu compte que la recherche, ça serait sûrement pas pour moi, ni l'enseignement. À HEC, j'ai suivi des cours un peu classiques de management et de finance. Et je me suis dit que ça ne me correspondait pas non plus. Donc, il y a eu vraiment un grand passage à vide où je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait. Les diplômes, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Et il y a eu cette année géniale à HEC qui est une année de césure. On peut faire plein de stages. Et donc, j'ai fait plein de stages, dont un stage à la radio, à France Inter, où ça a été le coup de foudre pour la radio, pour le rythme, etc. Et je me suis dit, mais c'est ça. Et moi qui écoute beaucoup la radio, ça a été un peu une évidence. Et à côté de ça, j'ai commencé à écouter, il y a à peu près 5 ans, énormément de podcasts. Radio, podcast, c'est quand même un lien. Donc au moment de mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans un studio de podcast, puis à France Inter, puis maintenant je suis rédactrice en chef dans un groupe radio qui s'appelle Énergie et je produis des podcasts pour eux. Et voilà, j'ai trouvé ma voie. Et je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots à ce sujet. Pourquoi la radio ? Tu avais un environnement axé sur les médias ? Enfin, je sais pas, des parents, un environnement familial qui t'a poussé à faire ça ou c'est juste par passion perso ?
Oui, je pense. Enfin, effectivement, on écoutait la radio chez mes parents. On écoutait France Info le matin dans la cuisine. Et mes parents, peut-être pour mon 13e anniversaire, m'ont offert une radio. Et donc, j'ai vraiment des souvenirs de moi au collège qui écoutait cette émission Les Filles du Move, qui était une libre antenne voilà, au collège. Et j'écoutais ça en cachette sous ma couette le soir. Donc, j'ai un rapport... Voilà, j'aime beaucoup la radio. Par ailleurs, j'ai un petit peu un problème avec l'image. Je suis pas une fille j'aime pas tout ce qui est corporel, image, physique. Et donc, la radio, avoir juste une voix sans le visage, mais c'est tout ce que j'aime. Donc, ouais. Comme moi. J'ai toujours aimé ce média pour ça, d'ailleurs, parce que je me souviens d'une émission Pascal Clark, je sais pas si tu te souviens. Ouais, tout à fait. En aparté. Non, attends, ça s'appelait comment? C'était sur Canal et il y avait uniquement une voix qui interviewait quelqu'un qui évoluait dans un environnement, une maison et tout, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'elle avait une voix d'ailleurs incroyable. Et je suis d'accord avec toi sur le média radio. Tes parents faisaient quoi sans indiscrétion? Ou font quoi? Je sais pas. Mes parents ma mère était kiné de formation à l'hôpital public et maintenant elle travaille dans une école pour personnes non-voyantes et malvoyantes pour leur apprendre le métier de kinésithérapeute. Et mon père fait du contrôle de gestion. D'accord. Des frères et sœurs, non? Je sais pas. Oui, j'ai un grand frère, coucou Damien, si tu passes par là, qui a 2 ans de plus que moi et qui est ingénieur dans l'aéronautique. Ok. Excuse-moi de poser des questions un peu indiscrètes, mais j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien connaître l'environnement. Pour moi, dès lors que la personne accepte d'en parler, je ne force personne à parler de quoi que ce soit, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où vient quelqu'un. L'écriture. Donc du coup, c'est une passion chez toi, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, c'est même un besoin. Et j'ai vu une interview de toi où tu expliquais que tu écrivais depuis que tu peux écrire, en fait, quasiment, non, sur des journaux intimes. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ma question... Alors, il y a une double question. C'est un livre qui est à la fois très féministe, quand on sait le lire, et un livre très bien écrit. Je tiens à le préciser parce que c'est vraiment... je dis pas ça pour te faire plaisir, mais vraiment, j'ai été assez marquée par l'écriture qui est à la fois incisive, drôle... et c'est limite une écriture scénaristique. Enfin, j'ai senti vraiment... moi, ça m'a fait penser à un scénario, en fait, ton livre. Et j'aimerais savoir comment tu as eu ce déclic de passer le cap du premier roman. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as écrit et que tu t'es dit, bon, bah maintenant, j'arrête d'écrire uniquement pour moi ou pour les autres. Je vais écrire un roman. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Il y a vraiment quand même un passage de l'un à l'autre. Comme tu le disais, j'écris depuis longtemps dans des journaux intimes. Pendant mes études, j'en ai parlé brièvement au début du podcast, j'ai quand même beaucoup écrit. En master de philo, j'ai écrit à l'ENS. C'est ça, j'ai écrit deux mémoires sur Pascal de 200 pages, des dissertes. Je peux pas te dire le nombre de pages de dissertes que j'ai écrit. C'est peut-être anecdotique, mais en même temps, c'est juste que l'acte d'écrire, c'est ça. En fait, l'acte d'écrire ne m'a jamais fait peur. Il y a pas, en fait, j'ai jamais écrit et un jour, la fille se réveille et se dit, je vais écrire un roman et elle a peur d'écrire et il y a une feuille blanche. C'est un peu la même chose quand tu fais du droit ou quand tu es obligé de pondre de la copie, quoi. C'est ça. Et donc, il y a quelque chose qui n'intimide pas du tout sur l'acte d'écrire. Donc, en soi, l'acte d'écrire n'est pas quelque chose qui me faisait peur et c'était assez naturel. Donc, je me suis pas réveillée un matin en me disant, je vais écrire, sachant que j'avais peur d'écrire. L'acte d'écrire était assez naturel et j'adorais ça et j'écrivais tous les jours, notamment en prépa littéraire dans nos études. Mais en fait, on écrit tous les jours en cours, on écrit des dissertes de 15 pages. Donc, écrire. Donc, déjà, il y a quelque chose qui dédramatise totalement l'acte d'écrire et quelque chose qui ne fait pas peur. En revanche, passer à la fiction, effectivement, je me suis dit, il y a eu vraiment ce moment où je me suis dit, écrire des très bonnes dissertes et bien écrire un beau mémoire de philo ne fait pas du tout de moi une romancière. Et c'est quand même 2 actes d'écriture très différents. Mais j'avais ce manque, il y avait quelque chose où j'avais envie d'aller plus loin. J'ai toujours voulu écrire et la fiction permet des choses inimaginables et on peut tout faire et enfin, voilà, je peux en parler avec passion et étoile dans les yeux, c'est vraiment... Voilà, c'est une grande histoire d'amour pour moi, la fiction, le récit, le roman. Et donc, ce passage à l'écriture romanesque, ça a été surtout d'abord beaucoup de travail. Parce que, en fait, je me suis dit, mais en fait, bien écrire, ça fait pas de moi une romancière. Et il y avait vraiment des profs, j'ai vraiment ces scènes en tête, ça peut paraître un peu prétentieux, mais de profs qui disaient, je vais juste, avant de, voilà, on rend les copies, je vais en lire une, parce qu'en fait, j'ai jamais lu une copie aussi bien écrite. Et ils lisaient des extraits de choses que j'écrivais. Et enfin, en terminale et en prépa. Et donc, il y avait quelque chose, des gens qui relevaient que j'écrivais bien. Et donc, ça me donnait un petit peu confiance en moi. Et en même temps, je me dis, mais en fait, écrire des belles introductions de dissertes, c'est pas un roman. C'est pas des rebondissements. C'est pas un personnage. C'est pas une scène. C'est pas, je décris rien. Enfin, c'est pas du tout le même exercice. Donc, en fait, t'as tout à apprendre. Donc, je m'y suis mise.
une année où je passais 1 an à l'étranger, donc j'avais aussi beaucoup de temps, des bibliothèques à disposition, et en fait cette envie de... C'était où ? J'étais à Columbia pendant 1 an à New York, et donc cette vie un peu d'expat pendant 1 an. Dans le cadre de tes études ? C'est ça, dans le cadre de mes études. 1 an d'échange, c'était en 2015, et là, je sais pas, j'ai eu vraiment, en fait, ce temps-là aussi, parce que écrire, c'est Leila Slimani qui dit ça dans un de ses livres qui vient de paraître, elle dit écrire, c'est dire non. Écrire, c'est, on va te dire, viens, il y a un anniversaire, il y a une soirée, il y a tel truc, et c'est dire non, j'écris non, parce que ça prend tellement de temps. C'est des week-ends où on va pas, c'est des soirées où on se dit, en fait, ce soir, j'écris. Et donc, en fait, cette année-là, à New York, j'avais moins d'amis, évidemment, que quand je vivais à Paris avec mes proches. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de temps d'un coup, et là, j'ai commencé à écrire. Et je pense que c'était vraiment pas très bon, quoi. Et donc, après, il y a un côté d'expérimentation. J'écrivais et je me disais, mais en fait, au début, j'écrivais, c'est marrant, des trucs beaucoup trop abstraits, beaucoup trop, en fait, un peu comme des dissertes, quoi. Des grandes conceptions sur l'amour, mais mon personnage qui n'existait à peine, je dis, mais en fait, c'est pas ça. Et donc, je voyais que ça allait pas et j'ai retravaillé pour essayer de construire quelque chose. Quand est-ce que tu t'es dit que c'était la bonne ? La bonne version, je pense que c'est quand j'ai trouvé la bonne idée, parce qu'à ce moment-là, en 2015, j'avais des idées de récits. Donc, j'écrivais quelques pages et il y avait 10-15 pages, j'allais jamais beaucoup plus loin, parce qu'en fait, une fois qu'il s'était passé ça, je savais pas où aller et il n'y avait pas cette espèce de... Voilà, je pense qu'il faut tomber amoureux de son sujet. Un peu comme mes copines qui sont restées dans le parcours de l'ENS et qui font maintenant des thèses ou qui viennent de finir leur thèse, où elles disent, quand j'ai choisi mon sujet, elles m'ont dit, Maud, j'ai choisi ce sujet. Quoi. Voilà, il y a ce truc qui me prend et elle dit, quand tu choisis ton sujet de tête, il faut que tu dises que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça va toujours t'intéresser. Et pour le roman, moi, je trouve que c'est un peu la même chose. Il y a eu ce jour-là où j'ai eu cette idée de, je veux raconter l'histoire d'une femme qui est trop amoureuse. Je veux essayer de comprendre, est-ce qu'on peut trop aimer quelqu'un ? C'est quoi aimer passionnément ? C'est quoi cet amour ? Enfin voilà, j'ai eu cette idée de cette histoire qui serait juste l'histoire d'une femme qui aime comme au premier jour au bout de 15 ans. Voilà, j'ai eu cette histoire, j'ai écrit mes 10-15 pages comme d'habitude, mes petites notes. Sauf que 1 mois plus tard, j'avais encore envie de raconter cette scène. Et 1 an plus tard et 2 ans plus tard, il s'est passé 4 ans entre la première idée et 4 ans. La phase d'écriture finale. Et en fait, 4 ans plus tard, j'avais encore des idées en me disant, ah mais oui, en fait, si on est fou amoureux, oui, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour avec son mari ? Ah oui, mais alors j'ai pas exploré avec ses enfants, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ah, et puis peut-être qu'on pourrait penser à ça. Et il y avait un peu de recherche malgré tout aussi. Pardon ? Tu retrouvais un peu la recherche que t'as enseigné l'ENS, enfin d'une certaine manière, t'as quand même un esprit assez d'enquête. Tu vois, enfin, quand tu creuses un personnage, il y a quand même un personnage ou un sujet. C'est, à mon avis, il y a une partie de culture et d'enquête qui doit t'aider aussi. Exactement. Donc, certainement, des études littéraires t'ont certainement... Enfin, ce que je veux dire, c'est que tes études à l'ENS t'ont certainement aidé. On est habitué à s'intéresser à un sujet, donc lire des choses qui parlent de ça, regarder des films qui parlent de ça, enfin, alimenter son sujet. Oui, d'ailleurs, tu le dis toujours dans l'interview que j'ai regardée, c'est une héroïne qui est à contre-courant. Enfin, on va parler du livre, excuse-moi, je ne veux pas rentrer dedans tout de suite comme ça, là, de but en blanc. Mon mari, aux éditions de l'Iconoclaste, c'est l'histoire d'une folie amoureuse éprouvée par une femme, une épouse. Et pour ne rien te cacher, enfin, je te l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, au début, j'ai lu un article, pour l'anecdote, dans le L, qui parlait de ton livre. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, un livre qui parle d'une femme amoureuse de son mari aujourd'hui. Voilà la première raison pour laquelle ça m'a fait tilt. Et puis après, j'ai lu le livre qu'on m'a offert alors que j'avais décidé de l'acheter. Donc, comme quoi, il fallait que je le lise. C'est d'ailleurs peut-être pas une coïncidence qu'on me l'ait offert maintenant. Et voilà, et j'avoue que ça a suscité ma curiosité parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans les courants féministes qu'on est en train de vivre actuellement, qu'est-ce que c'est que ce livre qui parle d'une femme qui aime encore son mari après 15 ans de mariage ? Voilà, je me suis posé la question. Et j'ai pas été déçue. Parce qu'alors vraiment, waouh, c'est vraiment de la folie amoureuse. Enfin, je pense qu'on peut vraiment, on peut parler de folie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre, tout en laissant l'envie aux gens de le lire pleinement et vite ? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le livre après moult interviews, parce que je pense que tu en as fait quand même beaucoup. J'en ai fait 250. Ouais. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce livre ? Je sais plus. J'ai envie de dire que c'est un livre qui parle de ces personnes un peu trop intenses, un peu trop passionnées et qui aiment un peu trop fort, dont je fais 100% partie.
Et ces moments, on se dit, mais pourquoi les autres, ça a l'air d'être simple pour eux et pourquoi c'est compliqué pour moi d'aimer ? Pourquoi je suis beaucoup trop intense ? Pourquoi, en fait, ou pour le dire plus clairement, pourquoi je suis beaucoup trop à fond tout le temps ? Pourquoi je suis là à 200% et je donne mon cœur et j'aime et je me fais briser le cœur et j'y retourne 2 fois, 10 fois ? Et je me dis, mais voilà, c'est d'abord un livre sur ça et c'est aussi un livre, je pense, sur la dépendance affective, sur le fait de faire tourner son univers sur quelqu'un d'autre. C'est un livre aussi sur un peu la parano quand on est amoureux. C'est-à-dire que quand on est vraiment très amoureux de quelqu'un, on va commencer à tout interpréter. Et on se dit qu'on est fou, qu'il ne faut pas faire ça. Par exemple, l'autre dit qu'il rentre à 20h. Finalement, il rentre à 20h30. Ou finalement, il envoie un texto un peu court par rapport à d'habitude. On se dit, Maud, ne surinterprète pas. Non, non, non. Mais bien sûr que le cerveau s'emballe et qu'on se dit, ah oui, bah voilà, ok. Donc, hier soir, il est rentré un petit peu plus tard. Là, j'ai un texto un petit peu rapide. Bon, bah, il m'aime plus. Et on sait qu'on est folle et qu'il faut pas penser ça. Et en même temps, évidemment que le cerveau s'emballe. Donc, je pense que c'est sur toutes ces petites folies et ces petits glissements. Est-ce que tu penses... Alors, ça, c'est une question, je sais pas, qui me vient quand je t'écoute, mais est-ce que tu penses que tu as écrit ce livre pour te détacher de cette potentialité un jour ? C'était même pas une potentialité, c'était un peu ma réalité. Après, c'est une fiction. Donc, forcément, j'ai pris tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est des choses que j'ai ressenties. Mais je voulais, comme on se le disait au début, écrire un roman haletant, je voulais faire un thriller. Donc, évidemment, j'ai pris des choses que j'avais ressenties, je les ai multipliées par 150 et j'ai rajouté du suspense et des personnages et des rebondissements. Donc, c'est pas ma vie, c'est pas un essai, c'est pas même c'est pas une autofiction, c'est vraiment une fiction et un roman. Mais c'était pour exorciser quand même des choses qui me rendaient triste. Moi, ce roman, je l'ai écrit quand même beaucoup dans les larmes, quoi. Enfin, et c'est d'ailleurs marrant qu'il soit drôle et perçu comme drôle. Et c'est vrai que j'ai mis de l'humour après coup, mais c'était pour dédramatiser. Mais ce roman, il y a une scène, par exemple, c'est juste un exemple, mais il y a une scène qui revient souvent dans les lecteurs, que les lecteurs ont beaucoup aimé, c'est la scène de la clémentine. Ils sont à un dîner et en fait, le mari compare la femme à une clémentine. Ils font un jeu de société et c'est chaque personne autour de la table doit choisir un fruit pour les autres personnes. Et lui, il dit, bah, toi, tu serais une clémentine. Et elle est horriblement triste et vexée. Elle se dit, mais pourquoi l'autre fille qui est présente, elle, c'est un ananas, c'est beaucoup plus cool. Moi, je suis une clémentine, elle est vexée. Alors voilà, on en rigole effectivement. Mais quand j'ai écrit cette scène, je rentrais d'une après-midi jeu de société avec mon copain de l'époque. Donc, c'était pas une question de fruits, c'était un jeu qui s'appelle le Dixit. Donc, c'est des espèces de cartes un peu avec des dessins et on doit associer ces cartes. Et il avait dit, bah, cette carte, c'est Maud. Et j'avais été vexée, mais comme un pou. Sauf que dans la vraie vie, bah, on passe à autre chose, c'est la vie. Je lui avais dit, mais pourquoi cette carte ? Il dit, bah, je sais pas, elle te va bien. Puis on passe à autre chose. Et il y avait quelque chose qui, moi, m'allait pas. Qui, moi, j'avais été vexée. La vexation, je trouve qu'on parle pas assez de ce sujet. Comment le couple, parfois, peut être un peu un champ de mine. Comment on peut s'envoyer des choses au visage et se faire de la peine. Sauf qu'on peut pas relever. Voilà, il faut... la vie continue, quoi. Et donc, toutes ces scènes, de la plus anodine et même de la plus drôle avec la clémentine, c'est des choses que j'ai vécues, des petites peines que j'ai pu avoir et que j'ai mises. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu libérateur, mais déjà, le journal intime, quand ça va pas trop ou que je me pose des questions, j'écris dans mon journal. Et vraiment, ça m'aide. Mais avec la fiction, c'est ça fois 15. C'est-à-dire que même les trucs où... Maintenant, je me dis, mais même si j'ai le cœur brisé, si je suis triste, quoi qu'il arrive, en fait, j'en ferai une scène dans un roman. Donc, en fait, non, mais try me. Ça ira. Non, mais vas-y, tout peut se passer maintenant. Je suis prête. Je m'en fous. J'ai le stylo, donc c'est bon. C'est ça. L'importance du stylo. Je reviens juste sur ce que tu disais sur l'héroïne actuelle qu'on aurait pu croire de manière majoritairement forte, indépendante, qui vit de manière complètement détachée par rapport aux hommes. Et on nous rabâche ça quand même beaucoup de fois, de manière différente, un peu partout. On nous oblige à être des femmes indépendantes, on nous oblige à vouloir l'être, surtout. Je crois même que ça s'observe chez les hommes. C'est-à-dire que même les hommes ont ce désir de femmes indépendantes qui s'assument. Alors, est-ce que c'est la chèvre est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule... Pas la chèvre, je sais pas ce que la chèvre fait là. Mais est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait... Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans je crois, avec des points d'interrogation, dans un mouvement où la femme doit être indépendante. Pour elle, pour son mari, pour son couple, etc. Or... Toi, tu décris au contraire une femme qui est très, très, très amoureuse de son mari et qui finalement n'est pas heureuse dans ce cadre-là, de la manière dont elle le vit.
c'est quoi du coup ? On peut pas être heureux en couple selon toi, ou c'est une fatalité ? Est-ce que tu rejoins Mona Chollet avec son bouquin qui explique que de toute façon le schéma patriarcal avec la femme, le mari, les enfants, etc. Coupe un peu toute forme d'indépendance féminine, coupe éventuellement... Voilà, la grande question en fait, excuse-moi, c'est un peu long comme développement, mais ma question c'est, est-ce que tu crois que le couple ne peut pas rendre heureuse la femme ? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Juste pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, sur oui, c'est une femme pas du tout dans l'air du temps a priori, c'est pas une héroïne forte et jeune et indépendante comme on en voit partout. Et moi, j'adore ces films-là et j'adore ces livres-là, ça me donne de l'entrain, je me dis mais ouais, je suis forte et je suis indépendante et j'ai pas besoin des hommes. Et en même temps, c'est tellement parce que je vis, c'est tellement parce que j'observe, et en plus je suis consciente d'où je parle d'un milieu, un bobo féministe parisien, déjà, je veux dire, voilà, mes copines vont faire des collages féministes le week-end, et après on se rejoint, et là elles me disent, alors il a répondu à ton message, et alors vous allez vous revoir. Donc je vois bien quand même qu'il y a une contradiction, qu'on me vend un discours sur l'indépendance et que partout autour de moi, les couples de mes copines, parce qu'on parle beaucoup d'amour entre nous. Alors évidemment, je suis pas sociologue, j'ai pas des stats, et c'est juste que j'observe moi à mon niveau. Et j'observe quand même, j'observe quand même des femmes très amoureuses et dépendantes d'un homme. J'observe des femmes qui font des études brillantes et un jour leur mec leur dit « Ah ouais, moi j'ai un poste à Londres. » Ah ok, je te suis. Et on quitte son taf et on se pose pas la question de pourquoi c'est dans ce sens-là. Et donc ce livre, je me suis pas posé toutes ces questions évidemment en l'écrivant, mais ça collait à la réalité. À la réalité que moi je vivais, qui était celle d'être une grande amoureuse, tout en étant féministe, en étant une grande amoureuse. Et ça collait avec la réalité de mes copines. Et le livre est sorti. Combien de messages je reçois tous les jours sur Instagram de femmes qui me disent « C'est mon histoire, je me reconnais, moi aussi. » Ok. Et en même temps, comme tu le disais juste après, c'est pas un livre qui fait l'apologie de la dépendance et je vous conseille les filles d'attendre votre petit mari en lui faisant un poulet rôti tous les soirs au four, parce que c'est ce que fait mon personnage, de l'attendre sagement à la maison, surtout remaquillez-vous, surtout habillez-vous bien, parce que quand même, et puis il faudrait pas prendre 1 ou 2 kilos, parce que non, mais ça, bien sûr que non. Je montre précisément que cette femme qui vit pour cet homme est un monstre et ne fait pas du tout envie. Donc c'est une dénonciation en prenant le contre-pied. Bien sûr. Après, et j'ouvre un peu cette parenthèse parce que moi, mon livre préféré de tous les temps, c'est Passion simple de Annie Ernaux. Et donc elle décrit dans ce livre une relation passionnelle qu'elle a eue à un moment avec un homme marié. Donc ça décrit une passion incroyable, etc. Il y aurait tant de choses à dire sur ce livre, mais il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur une interview d'elle parce que Mona Chollet était interviewée chez Laura Adler et ils ont diffusé un extrait de Annie Ernaux qui parlait lors de cette émission. Donc je suis tombée dessus par hasard. Et Annie Ernaux, au moment où ce livre est sorti en 1992, mon année de naissance. Elle s'en signe. Et ce livre sort et les journalistes disent à Annie Ernaux, vous êtes féministe, comment pouvez-vous faire un livre sur la passion amoureuse, sur une femme qui passe sa journée derrière son téléphone à attendre un homme. Et je me dis, mais en fait, rien n'a changé déjà, petit 1, en 28 ans, 29 ans. Et je me dis, mais en fait, et Annie Ernaux répond, mais tellement avec justesse, en mode, mais ce n'est pas incompatible. Ou alors on le nie parce qu'on est féministe, parce qu'on avance dans ces combats, on dit, bah non, on n'est plus amoureuse, la passion, non, ça n'existe pas. Hein. Ça fait des siècles qu'on lit des bouquins dessus, mais non. Bah non, c'est quand même, ça existe encore. C'est partout autour de nous, la passion amoureuse, donc on va peut-être pas la nier. Oui, mais c'est un vaste débat. Oui, donc c'est énorme. J'ai ouvert 12 portes. Mais Non, mais c'est pas ça. C'est que je repense après à beaucoup de propos que j'entends sur l'incompatibilité entre les combats féministes, le couple hétérosexuel. Enfin voilà. Après, ça soulève beaucoup de questions qui moi m'ont perturbé à une époque. Faut se le dire, mais. C'est vrai que j'ai même pas répondu à ta dernière question. Non, c'est savoir, est-ce que selon toi, est-ce que malgré si tu es certainement un peu sociologue si tu observes, mais est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont heureux en couple, avec une femme épanouie, qui arrive à mettre de l'eau dans son vin Alors c'est que mon avis et c'est que mon opinion, mais moi je crois profondément encore à l'amour, je crois au couple hétéro, je crois même au mariage, non mais attention. C'est juste que
la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'amour et qu'est-ce qu'on considère être de l'amour. C'est-à-dire que mon personnage, elle est folle amoureuse, donc elle est dans une phase intense de cristallisation, elle idéalise, elle est dans la suranalyse, elle est... est-ce que c'est vraiment ça l'amour ? Si l'amour, c'est encore ce qu'on nous vend, il y a un prince charmant qui va débarquer, le monde va s'arrêter et ta vraie vie, ma petite chérie, va commencer le jour où tu rencontreras un mec, j'ai du mal à penser que ça peut être un terreau fertile à une belle histoire d'amour. J'ai du mal à penser qu'on puisse construire une histoire d'amour cool sur ce sentiment d'inégalité, sur une fille qui attend un mec, quoi. Ça, j'ai du mal. En revanche, si l'amour, c'est construire quelque chose basé sur la confiance, si c'est... Parce qu'elle le dit à un moment dans le roman, elle dit « Oh là là, c'est horrible, mon mari a confiance en moi, c'est la fin de l'amour. » Parce que voilà, évidemment, j'en rigole. Mais si l'amour, c'est la confiance, c'est construire quelque chose à deux, mais moi, j'ai envie d'y croire. Et en tout cas, à 28 ans et demi, je ne suis pas résignée et je pense vraiment qu'il peut y avoir des très grands amours. Ça va t'arriver dans pas longtemps, alors. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je le crois. Enfin, c'est-à-dire que je crois à ça. La pensée est créatrice. C'est presque, on peut dire, une passion pour toi d'étudier ce sentiment amoureux. Tu l'as traduit à travers un podcast qui s'appelle La La La. Est-ce que tu peux nous parler de ce podcast au sens où... est-ce que tu as eu des grandes révélations au travers de ce podcast ? Est-ce que tu as appris des choses réellement ? Sans langue de bois, mais je fais confiance à ton honnêteté. Mais voilà, est-ce que tu t'es dit, waouh, là j'ai appris un truc ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? Moi, je sais que j'ai un podcast, il y a des propos, des interviews qui m'ont plus marqué que d'autres. C'est comme ça. C'est la nature. Elles m'ont toutes marqué, mais voilà, il y a des trucs que tu retiens ou qui reviennent au quotidien. Tu dis, tiens, ça me fait penser à ce qu'a dit un tel. Il y a eu des petits moments où, effectivement, j'ai eu des révélations et où j'ai appris des choses parce que aussi, j'interviewe dans La 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 des artistes et qui souvent, c'est pas seulement qui sont des artistes, c'est qu'ils ont 20 ans de plus que moi et qui ont une expérience de la vie, du mariage, du fait d'avoir des enfants que je n'ai pas. Donc j'ai eu quelques révélations. Et vraiment un épisode qui m'a vraiment chamboulée, c'est celui que j'ai fait avec le chanteur Ben Mazué, où on parlait de rupture amoureuse. Et donc pour moi, la rupture, c'est forcément un échec. C'est, en fait, la relation ne fonctionne plus. Enfin, voilà, et donc ça se finit, et donc c'est terminé. Et lui, il était, mais pas du tout. Il dit, il dit, la rupture, ça peut être une très belle chose, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une histoire ne dure pas toute la vie que c'était pas une belle histoire. Donc moi, j'étais en mode, mais comment ça ? Et sur comment tu continues à former une équipe avec la personne que t'es, comment en fait ton couple change quand t'as des enfants. Enfin, vraiment, il m'a fait voir les choses de manière très différente. Et oui, il y a eu des petites révélations, notamment, par exemple, sur la rupture quand t'as des enfants. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas d'enfants. Et je disais, mais en fait, quand tu romps avec quelqu'un, le seul truc que tu peux faire, c'est genre couper les ponts et disparaître et te protéger. Je comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça. Et enfin, il y a vraiment un peu un kit de survie de la rupture. Et il me dit, mais Maud, quand t'as des enfants, c'est toute ta vie. Tu ne peux pas, genre, bloquer sur Instagram ta femme et ça règle tes soucis. Tu ne peux pas disparaître. C'est la mère de tes enfants. C'est ça. Et j'y avais pas vraiment pensé. Et donc, il y a eu des révélations sur comment les ruptures n'ont aucun rapport quand tu as 25 ans, quand tu as 28 ans, et quand tu as des enfants, quand tu n'as pas d'enfants. Et que comment une rupture, du coup, peut prendre des années quand tu es marié et que tu as des enfants. Parce que, en fait, de fait, tu ne couperas jamais les ponts avec la mère des enfants. Oui. Et donc, il y a eu plein de moments où oui, tu as eu des prises de conscience. Des prises de conscience, ou quand il racontait notamment le problème quand tu as des enfants et que du coup tu commences une garde alternée, il disait, c'est quand tu les as, tu veux que ce soit la fête. Parce que c'est tellement triste, cette séparation. Donc il dit, c'est frites à la maison tous les jours et c'est la fête. Et il dit, mais en fait, c'est pas ça l'éducation. C'est pas le modèle d'éducation. Et j'étais genre, mais oui. Et donc plein de choses très comme dur. Ça, sur plein de moments très justes. Et je pense pas que c'est... Bon, il a une grande sensibilité, c'est un chanteur, mais c'est aussi quelqu'un avec son expérience. Ça se ressent dans ses chansons. C'est ça. Et donc voilà, dans plusieurs épisodes, il y a eu des moments où j'ai vu les choses vraiment différemment. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ton rôle chez Énergie et avoir ton point de vue sur le podcast, avec ce que tu peux dire, bien entendu, avec le recul que tu peux avoir suite à cette nouvelle vie chez Énergie, où tu es en charge de la production des podcasts du groupe Énergie. Quel est ton point de vue sur ce média aujourd'hui ?
Déjà, en tant qu'auditrice, c'est la réponse facile. C'est un média qui me fascine. J'écoute des podcasts depuis vraiment longtemps et il n'y a rien qui me satisfait à ce point-là en tant qu'auditrice parce que tu as accès à tellement de choses. J'adore. Moi qui aime. En fait, j'ai un peu de problème dans ma vie, c'est que je déteste perdre mon temps. C'est quand même un vrai truc. Et en fait, pour les gens qui sont un peu comme ça, hyper actifs, moi, je regarde. De faire 36 trucs en même temps. C'est ça. Déjà, je regarde peu de séries, je regarde pas la télé. En fait, être assise derrière un écran, je me dis, pendant que je suis en train de faire, tout ce que je pourrais faire pendant ce temps-là. Les podcasts, on me raconte une histoire, j'apprends des trucs et je suis en train de vider mon lave-vaisselle et je suis en train d'étendre ma lessive. Donc déjà, prendre ta douche. Oui, c'est ça. Je suis en train de prendre ma douche et ça a déjà changé totalement mon quotidien. Tous ces moments de métro, ces moments entre deux mêmes chez Monoprix. Qu'est-ce que vous voulez faire d'intelligent quand on est chez Monoprix ? Tu fais tes courses, c'est la vie. Mais non, c'est fini ça. Je peux faire mes courses et en même temps écouter un podcast de true crime américain avec des rebondissements incroyables ou écouter une interview passionnante de quelqu'un. Donc en tant qu'auditrice, c'est un champ infini. J'adore les découvertes, notamment... ça fait comme si je faisais ma promo, mais pas du tout. J'avais créé un Instagram qui s'appelle Passion Podcast, que j'anime plus en ce moment parce que j'ai pas trop le temps, mais qui était, en fait, j'allais chercher les pépites des podcasts. Et en fait, mon grand plaisir, c'était ce qui est bien dans ce média qui est neuf aussi, c'est d'aller trouver les pépites parce qu'il y a plein de choses qui existent, mais en fait, on n'en entend pas parler parce que c'est dur d'entendre parler de nouveaux podcasts. Et donc, je fouillais dans les méandres d'Apple Podcast et j'écoutais des choses et mon plaisir, c'était bon, j'écoute des trucs, ça me plaît pas, ou bof. Et à un moment, je tombe sur un podcast, je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Et là, je veux que la terre entière l'écoute. Donc, il y a ce plaisir aussi de la découverte que je trouve vraiment incroyable. Après, en tant qu'industrie, c'est que mon point de vue. J'ai l'impression que ça se structure, mais ça se structure lentement. Et c'est encore un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, c'est dur. Parce que les studios de podcast, notamment, c'est des structures où il y a énormément de travail et pas autant d'argent qu'il en faudrait. Parce que aussi les marques sont pas prêtes à mettre la plupart des temps 200 000 € dans un podcast et on les comprend. Donc, compliqué quand même. Est-ce que tu as des podcasts, parce que du coup je t'entends parler de ça, mais est-ce que tu as des podcasts à nous recommander que tu as écoutés récemment ou des podcasts pour lesquels tu as éprouvé un petit coup de cœur ou Ouais, par exemple, il y a... Indépendamment de énergie, hein, c'est pas obligé Bien de sûr. J'allais citer les choses que j'écoutais, pas faire trop corpo. Alors, mon podcast, retrouver. Non. Il y a ce podcast. Moi, je le dis. Il y a ce podcast qui s'appelle Les gens qui doutent de l'humoriste Fanny Ruet, où elle interviewe des artistes. Et en fait, ce que j'adore dans ce podcast, c'est qu'elle pose que les vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Est-ce que tu fais pas vraiment souvent des crises d'angoisse? Est-ce que tu as envie de te jeter par la fenêtre? Ça peut paraître un peu déprimant comme ça, mais c'est vraiment des discussions hyper intenses sur les angoisses. Je me souviens notamment à une interview Marina Rollman qui dit qu'elle a envie de commencer à écrire de la fiction et elle lui demande en toute décontraction, mais t'as pas peur d'être nulle à ça? Parce qu'en fait, t'étais très bonne pour écrire des spectacles, une très bonne humoriste, mais en fait, est-ce que t'as pas peur de pas être bonne à faire ça? Et elle pose vraiment ces questions-là et Marina fait mais bien sûr que j'ai peur. Et donc on n'est pas là pour faire la promo de machin et je suis géniale et j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vraiment genre non, j'ai peur de pas être légitime, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur quoi. Donc c'est vraiment un podcast sur les doutes existentiels, donc ça me parle. Ça s'appelle Les gens qui doutent. Et après, sur une note plus positive, alors aucune grande découverte parce que c'est un podcast très connu qui s'appelle À bientôt de te revoir et qui est fait par l'humoriste, encore une fois, Sophie-Marie Laroui, et c'est hilarant. En fait, les moments où je me dis bof, petit coup de mou, j'écoute ça et je ris. C'est encore une fois une interview qui parle de tout et de rien. C'est littéralement, c'est quoi tes céréales préférées? Enfin, c'est vraiment les discussions qui partent dans tous les sens et c'est très drôle. Et je trouve ça assez fort comme format. Et un dernier pas connu, ça s'appelle Belge de jour. C'est une petite, ça typiquement, c'est une pépite que j'ai trouvée en fouillant, mais vraiment sortie de nulle part, produit par une fille toute seule dans son salon. Et en fait, elle raconte une histoire d'amour avec un homme qu'elle rencontre, qui est prof de philo et tout ça. Et donc, on suit en 7 courts épisodes son histoire d'amour. Et j'étais genre, ok, j'ai trouvé ce podcast, j'étais en mode, la terre entière, il faut aller l'écouter. Est-ce que ta carrière aujourd'hui, c'est d'abord être autrice, enfin de romancière? Si demain je te pose la question, qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui? Est-ce que c'est ton rôle au niveau podcast? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que t'es romancière? T'as envie d'aller vers quoi? C'est la question à 1 million d'euros. Oui, je sais. C'est super dur, je sais pas.
Ça restera peut-être ça restera peut-être ta ligne directrice, le roman. Ce qui est sûr, c'est que j'arrêterai jamais d'écrire. Je sais pas si j'aurai toujours un éditeur pour me suivre, mais enfin, je n'arrêterai jamais d'écrire, ça je le sais. Les questions que je me pose aujourd'hui, c'est celles en termes de carrière, de comment je pose mes pions et qu'est-ce que je veux faire et où je veux aller. Et en fait, je te fais part de l'état actuel de ma réflexion, mais qui est vraiment une réflexion en cours. C'est que, à la fois, je suis frustrée de travailler en plus d'écrire, parce que j'ai pas autant de temps que je veux pour écrire, parce que je travaille à plein temps. Donc forcément, j'écris le soir, le week-end. Enfin, c'est pas une vie d'auteur où on peut faire ça du matin au soir. Donc à la fois, je suis frustrée. Et à la fois, maintenant que je suis dans la rentrée littéraire, je me rends compte à quel point avoir un travail, je pense, me garde un peu saine d'esprit. Parce que tout ce qui est prix, même vente, regardez le nombre de ventes, j'ai mon salaire, moi, à la fin du mois. Donc, en fait, cet argent de l'écriture, j'en ai pas besoin ce soir pour payer mon loyer. Donc, ça me fait quand même... Je suis un peu plus détachée. Si mon premier roman, c'est vrai, marche très bien. Mais si le deuxième est un échec et que j'ai arrêté de travailler et que tout dépend de ça, ça met quand même une pression énorme sur le fait d'écrire. Donc, à la fois, je suis hyper frustrée parce que je voudrais dire, mais oui, je quitte mon taf et je ne fais que écrire et je suis romancière. Et en même temps, ce travail me... Déjà, j'adore mon travail. Enfin, ça, c'est vrai. J'adore mes collègues, j'adore aller au travail, j'adore travailler en équipe. Enfin, j'aime beaucoup être entourée. Je suis pas du tout une solitaire. Donc, arriver tous les matins à la machine à café et discuter avec mes collègues, déjà, j'adore. Et je pense que ça m'ancre et ça m'évite d'être... parce que maintenant, j'en vois plein, en fait, des auteurs qui, et c'est normal, passent leur journée à checker sur Internet les sections des prix, le classement dans les trucs des libraires, etc. Évidemment, c'est normal, mais moi, la journée, je passe pas mon temps à appeler mon attaché de presse. Parce qu'elle m'avait dit ça quand j'ai rencontré mon attaché de presse pour la première fois. Elle me dit, bon, par contre, ne m'appelle pas tous les jours pour avoir des nouvelles pour les prix. Hein. Tu me laisses t'appeler, Et dans ma tête, je dis, mais comment veux-tu que je t'appelle tous les jours? Je travaille, enfin, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas t'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles de tel truc. Donc, c'est quand même une distance qui me paraît un peu saine. Donc, je ne sais pas. Bah si, tu sais. Enfin, je sais pour le moment. Ouais. Mais au bout d'un moment... Advienne que pourra. C'est ça. Je pose toujours 3 questions en fin d'interview, c'est toujours les mêmes. Ça va te paraître un peu la question à $1 million, mais en lice pour les présidentielles. Mais quelle est ta vision de la France aujourd'hui? Non, c'est pas, c'est vraiment pas une question politique. C'est au contraire, c'est là je parle à la jeune femme qui n'a pas forcément sorti un livre, etc. C'est qu'est-ce que tu sens aujourd'hui en France? Et quelle est ta vision de la France surtout? Je pense que je suis encore à un moment de ma vie où j'ai une vision très idéalisée de la France. Enfin, j'aime beaucoup la France. Et pour avoir vécu 1 an aux États-Unis, je m'étais toujours dit, j'adore le monde anglophone. Mes parents me disaient, tu vas jamais rentrer, quoi. Tu vas vivre aux États-Unis, en fait, tu ne rentreras jamais. Et j'ai adoré cette année aux États-Unis, mais le seul truc que je voulais, c'était rentrer en France. Enfin, j'étais d'accord pour y vivre 1 an et c'était trop bien. Mais je me disais, ma vie est en France. Notamment pendant cette année de césure, j'avais dit, est-ce que je peux faire que tous mes stages en France? Parce qu'en fait, je sais que je travaillerai en France et que je ferai ma carrière en France et que je ferai ma vie en France. Donc, je préférerais rester en France si c'est possible. Ils avaient accepté. Et donc, je suis profondément attachée à mon pays, je suis profondément attachée à sa culture, je suis profondément attachée à ses rues, à ses gens, à ses paysages. Enfin, j'aime vraiment infiniment la France et je pense que j'ai un peu un biais évidemment et je sais à quel point c'est faux. On parlait de sociologie, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai quand même ce biais de la méritocratie. Enfin, je suis vraiment, je viens d'une famille où on n'a pas forcément fait des grandes études, grâce à l'école publique, grâce à une prépa publique, j'ai intégré les écoles que je voulais, j'ai pu mener la carrière que je voulais. Puis même dans l'édition, enfin, mon manuscrit, je l'ai littéralement imprimé avec mes parents un week-end chez moi et je l'ai envoyé par la poste. Et il y a des maisons d'édition qui m'ont répondu parce qu'elles ont ouvert leur courrier. Enfin, il y a un truc hyper naïf dans ce côté... Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un agent, de connaître des gens, d'être fils d'eux. Enfin, donc moi, j'ai un peu cette espèce de je crois en la méritocratie. Alors je sais que c'est pas vrai et qu'il y a des gros privilèges de classe et que les statistiques ne me donnent pas raison. Si on regarde, je sais pas, les promotions à HEC ou à l'ENS, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis profondément attachée à mon pays, à tous les acquis qu'on y a et à tout ce que ce pays m'a apporté. C'est hyper. Il faut imaginer avec la Marseillaise derrière, avec les trompettes, tout ce que ce pays m'a apporté. Ça que je veux. Ouais, mon projet, c'est la France. Donc ouais. Je suis un peu en mode de la France. Mais pas du tout. Enfin, moi, je trouve que tu es un exemple de méritocratie, au contraire. Puisque la preuve en est, enfin, tu t'es débrouillée par toi-même, t'as fait tes études toute seule et personne t'a catapulté à l'ENS.
Enfin voilà, tu es l'exemple même et je suis ravie d'ailleurs de recevoir un exemple de méritocratie, faut le dire. 2 dernières questions, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Alors les coups de cœur, tu m'en as donné beaucoup en parlant de podcast, mais ce serait chouette que tu m'en donnes d'autres. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un livre, indépendamment du tien. Ça peut être une rencontre, ça peut être un film, mais tu m'as dit que tu regardais pas de série, pas de film, donc ça va être compliqué. Je regarde un petit peu quand même. Mais je te rejoins, hein, j'ai beaucoup de mal à me concentrer encore plus quand c'est des séries. Moi, je n'aime pas les séries. Je sais pas faire, j'ai l'impression qu'on est en train de m'avoir. C'est ça. Mais le truc, c'est... voilà, ça peut être ce que tu veux en coup de cœur. Et en coup de gueule, t'es pas obligé d'en avoir. Hein. Attention, c'est pas une obligation absolue. Tu peux prendre le temps qu'il te faut pour réfléchir, si tu veux réfléchir. Et encore une fois, t'es pas obligé d'en avoir, hein, ni dans un sens, ni dans un autre. Il y a des gens qui n'ont pas de coup de gueule. Alors, les coups de cœur, j'en ai plein. Je vais citer une série, justement, pour me faire mentir, qui n'a pas du tout besoin de moi pour faire sa promo parce qu'elle est tellement connue. Mais c'est une série qui s'appelle Normal People, qui est adaptée d'un livre d'une jeune irlandaise qui s'appelle Sally Rooney. Et c'est une histoire d'amour, de deux personnes qu'on suit de l'adolescence à l'entrée à l'âge adulte. Et c'est une série d'une beauté, d'une puissance. C'est tellement sensuel. C'est sur Netflix ? Non, c'est sur Amazon, Hulu, je crois. Pardon ? Hulu, je crois. Oh, ouais. Et je l'ai vu il y a quelques mois maintenant et ça m'a totalement chamboulée. Et c'est une série qui est vraiment sublime. Sinon, je pourrais parler au cinéma d'ailleurs. Pour parler cinéma, je suis allée voir, mais je pense que c'est plus à l'affiche maintenant, France, ce film. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu sais, avec Léa Seydoux qui joue une journaliste politique. Un peu à la Léa Salamé. C'est très très drôle et tout ne va pas dans ce film. Bref, c'est pas un coup de cœur à 200%, mais c'est quand même un vrai coup de cœur sur ce que ça dit des médias, ce que ça dit de la starification des journalistes et de faire ça m'intéresse, je vais regarder. De faire d'une journaliste une star et vraiment. J'ai bien aimé ce film que je suis allée voir il y a pas si longtemps au cinéma. Coup de gueule, si t'en as un. Bon, je vais essayer un coup de gueule. Je suis pas trop une personne des coups de gueule, mais il y a un truc qui me fait souvent un peu rager, un peu scrogneux, c'est la paresse intellectuelle. Ça me rend dingue. J'aime pas les gens paresseux intellectuellement qui vont vers les réponses faciles, qui n'ont pas lu mais qui disent ouais bof alors qu'ils n'ont pas lu, qui critiquent alors qu'ils n'ont même pas vu le film, en fait je suis plus un peu d'humilité et un peu de simplicité et pas de paresse quoi, dans tous les aspects du travail, de la vie et tout ça. La bêtise, c'est de la paresse. C'est Jacques Brel qui disait ça. C'est peut-être contre la bêtise alors, mais bon, ça fait un peu discours de Miss France. Non, mais tu regarderas la vidéo de Jacques Brel qui est assez connue. Je pense que ça te plaira. Et c'est marrant parce que tu me dis ça et je suis sûre que dans le métro, pour rentrer chez moi, je vais être là. Mais si, j'aurais dû dire ça comme coup de gueule, évidemment. C'est pas très grave. non, mais franchement, à la limite, tout ce qui est spontané, moi, j'envoie pas les questions avant. Tu vois, il y a parfois des gens qui me demandent des questions avant, mais je les envoie pas. Et quand tu réfléchis, finalement, c'est plus sympa d'être spontané et de répondre comme ça. Après, envoie-moi un message si vraiment tu veux qu'on ajoute un truc. Non, mais il y a un truc qui me fait un peu scrogneux en ce moment, c'est ce discours-là de si un truc fonctionne, c'est que c'est nul. Tu vois ou pas ? Genre, un livre se vend très bien. Ah ouais, donc non, du coup, je vais pas le lire parce que du coup, ça doit vouloir dire que c'est nul. Depuis quand un truc, parce qu'il fonctionne, est nul? Est-ce que parlons aux auteurs à succès qui ont vendu des millions de livres en France et qui passent leur temps à être critiqués par l'intelligentsia. En fait, ça me rend dingue ce discours. Oui, mais ça va avec, j'ai envie de dire, ça va avec une partie de l'esprit français. Tu vois, d'être en permanence à contre-courant, d'être contre quelque chose qui peut sembler obligatoire ou naturel, mais je te comprends. C'est vrai qu'il y a un ça côté doit être très difficile à vivre, surtout quand on est concerné. Mais en fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, donc je vois notamment Instagram, on adore. Du coup, les gens me taguent sur toutes leurs publications qui parlent de mon livre, donc en fait, je tombe dessus et qui disent ah ouais non mais ce livre je le vois partout donc non. Et bon, si t'as pas envie de lire mon livre, personne n'est obligé de lire mon livre, de fait. Mais je trouve que cet argument est un peu, en fait, c'est un premier roman.
dans la rentrée, il y avait à peu près 40 premiers romans. Il y a 600 livres qui sont sortis au mois de septembre. S'il y a un livre dont on parle, est-ce qu'on peut pas penser peut-être qu'il est bien enfin, en tout cas, qu'il a plu à des gens, qu'il a peut-être des raisons d'être bien. Non, ils disent « Ah ouais, non, on en parle partout, donc ça doit être nul. » Quel est cet argument ? Si c'est nul, vraisemblablement, en fait, on n'en entend pas parler. Et enfin, je veux dire, c'est déjà assez dur de publier, c'est déjà assez dur. Enfin, il y a une compétition qui est quand même assez féroce dans la rentrée littéraire. Je me dis, mais enfin, cet argument un peu inversé, ça m'attriste un peu. Et en plus, c'est vraiment penser que, du coup, la majorité de gens ont mauvais goût. Et que les trucs grand public, c'est forcément stupide parce qu'en fait, ça a plu à plus que 10 personnes. Et ça me... T'as raison. Ça, vraiment, ça m'énerve de dire, bah oui, les gens font ça. En gros, les gens sont forcément cons. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bah, je pense. Donc voilà, j'ai eu un coup de gueule finalement. Non, mais t'as raison. Enfin, je te comprends amplement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Maude ? Que ça continue. Ok. Bah alors, je te le souhaite. Merci beaucoup d'être venue dans mon podcast et à très bientôt, j'espère. Merci. For 25 years, Stamps.com has made mailing and shipping easy. All you need is a computer and printer. Imagine mailing and shipping right from your desk, anytime. No traffic, no waiting, no hassle. Plus, Stamps.com gives you discounts up to 84%. Sign up for Stamps.com today. Use code PROGRAM for a 4-week trial, plus postage and a digital scale. That's Stamps.com, code PROGRAM.